Le bourdonnement des moteurs de l'avion vibrait à travers mes os pendant que j'essayais de m'installer dans le siège étroit de la classe économique. Même dans la cabine climatisée, la sueur perlait le long de ma racine des cheveux, un mélange d'anxiété et de la chaleur persistante de Marseille qui collait encore à mes vêtements. Mes doigts tremblaient légèrement quand j'ai vérifié pour la 4e fois que la tétine de Jaime était à portée de main dans le sac à langer coincé sous le siège devant moi. « Chut, mon bébé, on y est presque », ai-je murmuré, faisant doucement sauter mon fils de 8 mois sur mes genoux. Son petit visage était empourpré, sa lèvre inférieure tremblait sous la menace d'une nouvelle crise de pleurs. La femme âgée de l'autre côté de l'allée nous avait déjà lancé 3 regards désapprobateurs et nous n'avions même pas encore décollé. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Qui voudrait s'asseoir près d'un nourrisson potentiellement hurlant pendant un vol de 5 heures? Mais quel choix avais-je? Ma mère était mourante. Vraiment mourante cette fois, pas une de ces habituelles supplications dramatiques pour attirer l'attention. Et c'était probablement la dernière chance pour elle de rencontrer son petit-fils. L'argent emprunté pour ses billets pesait comme une pierre dans mon estomac. 3 mois de loyer emprunté à Marcus, mon seul ami qui croyait encore en moi malgré tout. « Rembourse-moi quand tu pourras », avait-il dit, mais nous savions tous les deux que « quand » pourrait signifier jamais. Une ombre est tombée sur mes genoux et je me suis instinctivement recroquevillé sur Jaime. 3 ans de monoparentalité m'avaient appris à protéger d'abord, regarder ensuite. « Excusez-moi ». La voix était profonde avec un léger accent que je n'arrivais pas à situer, quelque chose d'européen, de raffiné, mais avec une rugosité qui me faisait frissonner la peau. J'ai levé les yeux et levé encore et encore. Il se tenait dans l'allée, imposant dans un costume qui coûtait probablement plus que 6 mois de mon salaire à l'entrepôt, anthracite, parfaitement coupé sur de larges épaules, sans cravate, juste l'aperçu d'un col blanc impeccable contre une peau olive. Alpha. La réalisation m'a frappé immédiatement. Son odeur déferlait sur moi comme une vague, bois de santal et acier, autoritaire et absolument indéniable. Mais ce sont ses yeux qui m'ont figé sur place, sombres comme Nespresso, paupières lourdes, m'évaluant avec une intensité qui faisait que mes instincts d'oméga hésitaient entre la soumission et la fuite. J'ai vu ses narines s'élargir légèrement quand il a capté mon odeur, lavande et épuisement traversés par la pointe acérée d'un oméga en détresse. Ses pupilles se sont dilatées juste une fraction avant que son expression ne se lisse en un détachement froid. « Je crois que c'est mon siège », a-t-il dit, désignant d'un signe de tête l'espace côté hublot à côté de moi. Bien sûr, j'allais être coincé contre cette couverture de magazine vivante pendant 5 heures, tout en luttant avec un bébé grognon. Le sens de l'humour de l'univers était particulièrement cruel aujourd'hui. Désolé, je marmonnais, essayant de rassembler Jaime et mes affaires pour le laisser passer. Mon fils a choisi exactement ce moment pour faire tomber son anneau de dentition qui a roulé sous le siège devant nous. Je l'ai. L'inconnu s'est penché avec une grâce inattendue pour quelqu'un de sa taille, récupérant l'anneau en plastique. Au lieu de me le rendre, il a sorti un mouchoir impeccable de sa poche et a soigneusement essuyé l'anneau avant de me le tendre, prenant soin que nos doigts ne se touchent pas. Le geste était à la fois prévenant et légèrement insultant. Avait-il peur d'attraper quelque chose de moi, de mon bébé ? « Merci », ai-je dit raidement, me coinçant contre la coudoir centrale pour lui faire de la place. Il s'est glissé sur son siège avec une économie de mouvement surprenante. Une odeur subtile l'accompagnait. Pas de l'eau de Cologne, mais quelque chose de plus élémentaire, du bois de santal peut-être avec des notes de cuir et quelque chose de métallique que je n'arrivais pas à identifier. L'odeur de l'argent, du pouvoir. Jaime a gémi à nouveau, son petit poing serré contre ma poitrine. « Premier vol ?» a demandé l'homme. Mais quelque chose dans son ton suggérait que la question était purement rhétorique. Il connaissait déjà la réponse. J'ai esquissé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Il n'a pas souri en retour, juste donné un léger signe de tête et tourné son attention vers le hublot pendant que l'hôtesse de l'air commençait la démonstration de sécurité. J'y remarquais ses mains posées sur ses cuisses, grandes avec des ongles soigneusement coupés, mais les jointures étaient légèrement déformées. Des mains de combattants incongrues avec le costume coûteux et le profil aristocratique. L'avion a commencé à rouler et les gémissements de Jaime sont montés en cris à pleine gorge. La chaleur de l'embarras a inondé mes joues pendant que je fouillais frénétiquement dans le sac à langer pour son biberon.
Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le faire tomber. Puis-je ? La question m'a fait sursauter. L'homme tendait la main. Quoi ? Le biberon. Vous allez le renverser. Laissez-moi le tenir pendant que vous ajustez le bébé. Surpris, je le lui ai tendu, bien que ses instincts d'alpha étaient clairement engagés. Chaque mouvement délibéré, protecteur, comme si ma détresse le tirait physiquement. J'ai repositionné Jaime au creux de mon bras, et quand j'ai levé les yeux, mon voisin de siège testait la température du lait sur son poignet, le geste si rodé que cela m'a momentanément stupéfait. « C'est bon », a-t-il dit, me le rendant. Nos doigts se sont effleurés cette fois, et un courant inattendu m'a remonté le bras. Sa peau était chaude, sèche, légèrement calleuse. Jaime s'est accroché au biberon immédiatement, ses cris se sont tus. Le soulagement était si intense que j'ai failli sangloter. Merci encore. L'homme a légèrement incliné la tête, mais n'a rien dit de plus. Pendant que l'avion décollait, j'ai senti la pression changer dans mes oreilles, et les paupières de Jaime ont commencé à tomber, l'ascension douce le berçant vers le sommeil. L'heure suivante s'est passée dans un silence béni. J'ai réussi à transférer Jaime dans le porte-bébé attaché à ma poitrine, où il a continué à dormir. Son poids chaud était à la fois réconfortant et oppressant. Mon propre épuisement a commencé à me rattraper. 3 nuits de double service à l'entrepôt, suivies de l'emballage et de la panique à propos de ce voyage, m'avaient laissé fonctionnant sur les vapeurs. J'ai essayé de lutter contre, sachant que je ne devais pas m'endormir avec Jaime dans le porte-bébé, mais mes paupières semblaient lestées de plomb. Le bourdonnement doux des moteurs, la légère vibration de la cabine, la chaleur de mon fils contre ma poitrine, tout conspirait contre ma détermination à rester éveillé. Ma tête a basculé en avant, 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je me suis réveillé en sursaut pour découvrir qu'elle reposait contre quelque chose de ferme mais souple. L'horreur s'est révélée lentement quand j'ai réalisé que je m'étais appuyé contre l'épaule de mon voisin de siège. Mon odeur devait diffuser mon épuisement et ma vulnérabilité par vagues. Je pouvais sentir les marqueurs de détresse oméga inonder mon système, la lavande tournant à l'aigre par la honte. « Je suis tellement désolé », ai-je hoqueté, me redressant si vite qu'une douleur a traversé mon cou. « Tout va bien ». Sa voix était basse, mesurée, et j'ai capté le léger grondement dans sa poitrine. Un son apaisant d'alpha, instinctif et calmant. Vous avez plus besoin de repos que moi de l'espace pour mon épaule. Avant que je ne puisse formuler une réponse, une hôtesse de l'air est apparue à notre rangée. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire ?» a-t-elle demandé, son regard s'attardant avec appréciation sur mon voisin de siège. « De l'eau pour monsieur » a-t-il répondu, « et je prendrai un scotch, sec. » « Bien sûr, monsieur », son sourire s'est élargi. « Tout de suite. » On ne m'avait même pas demandé ce que je voulais, mais l'eau était exactement ce dont j'avais besoin. Comment savait-il ? « Vous n'avez pas à, ai-je commencé. Ce n'était pas une question. Il m'a coupé, pas méchamment, mais assez fermement pour faire taire ma protestation. L'hôtesse est revenue avec nos boissons, les plaçant sur nos tablettes avec une fioriture supplémentaire pour lui. « Sera-ce tout, monsieur Castellano ?» Donc elle le connaissait, ou du moins le connaissait de réputation. « Ce sera tout pour le moment, merci. » Son congé était poli mais absolu. Elle s'est retirée, l'air légèrement déçu. Castellano. Le nom titillait quelque chose dans ma mémoire, mais l'épuisement rendait mes pensées lourdes. « Vous devriez boire », a-t-il dit, désignant d'un signe de tête mon eau intacte. La déshydratation aggrave la fatigue. J'ai obéi sans réfléchir, vidant la moitié du verre d'un trait. Le liquide frais m'a légèrement revigoré. « Je suis Rowan », ai-je dit, ne sachant pas pourquoi je me présentais à cet inconnu intimidant. « Voici Jaime. » Il m'a regardé pendant un long moment, ses yeux sombres illisibles. « Luca », a-t-il finalement offert. Pas de nom de famille, bien que l'hôtesse en ait déjà fourni un. Merci d'être compréhensif à propos de... Je fais un geste vague vers Jaime et moi. Les enfants sont innocents, a-t-il dit, les mots portant un poids qui suggérait des couches de signification que je ne pouvais déchiffrer. Ils méritent de la patience. Quelque chose dans son ton m'a fait le regarder de plus près. Il y avait une dureté dans ses traits, la ligne nette de sa mâchoire, le léger pli entre ses sourcils, mais aussi autre chose, une tristesse peut-être, ou une lassitude qui dépassait l'épuisement physique. « Êtes-vous père ?»
La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Son expression n'a pas changé, mais je l'ai senti se tendre à côté de moi. Non. La syllabe unique a fermé la porte sur cette ligne de conversation si fermement que j'ai presque pu l'entendre claquer. J'ai reporté mon attention sur Jaime, ajustant légèrement le porte-bébé pour soulager la pression sur mes épaules. Le mouvement l'a réveillé et il a cligné des yeux vers moi avec ses grands yeux bleus. Les yeux de son autre père, bien que j'ai essayé de ne pas y penser. Il a fait un petit son de mécontentement, son visage se froissant en préparation d'un cri. Avant que je ne puisse réagir, Luca a glissé la main dans la poche de sa veste et a sorti un petit objet en bois. Cela ressemblait à de l'artisanat fait à la main, un ovale lisse avec des motifs complexes sculptés dans la surface. « Puis-je » a-t-il demandé, le tenant pour que je l'inspecte. J'ai hoché la tête, curieux. Il a tenu la pièce de bois devant Jaime, la faisant tourner lentement. La lumière captait la surface polie, créant des motifs changeants qui ont immédiatement captivé mon fils. Son cri imminent s'est transformé en un gargouillis d'intérêt, ses petites mains se tendant vers l'objet. « C'est une pierre d'inquiétude », a expliqué Luca, sa voix descendant à un murmure hypnotique. Mon grand-père l'a sculptée. Les yeux de Jaime suivaient le mouvement de la pierre, hypnotisés. Luca a continué le mouvement doux. Et à mon étonnement, les paupières de mon fils ont recommencé à tomber. « Comment avez-vous fait ça ?» ai-je murmuré pendant que Jaime retournait au sommeil. Le coin de la bouche de Lucas s'est légèrement relevé. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Les enfants répondent à une autorité calme. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a fait frissonner. Pas exactement de la peur, mais de la conscience. Cet homme avait l'habitude d'être obéi. La vague suivante d'épuisement m'a frappé comme une force physique. Malgré l'eau, malgré ma détermination à rester alerte, mon corps cédait à des jours de fatigue accumulée. Ma vision s'est brouillée sur les bords et je me suis senti vaciller légèrement sur mon siège. « Dormez !» La voix de Lucas semblait venir de loin. « Je vous réveillerai s'il bouge. » Je voulais protester, expliquer que je ne confiais jamais Jaime à des inconnus, mais mon corps m'a trahi. La dernière chose dont je me souviens, c'est la pression douce d'une main guidant ma tête pour qu'elle repose contre une épaule solide, et l'odeur subtile de bois de santal m'enveloppant comme une couverture. Je me suis réveillé en sursaut au son d'un murmure doux. Pendant un moment, j'étais désorienté, mon esprit luttant pour reconstituer où j'étais, le bourdonnement régulier des moteurs, l'air recyclé, l'avion. La panique m'a traversé quand j'ai réalisé que mes bras étaient vides. Le porte-bébé, il est ici. La voix de Luca, basse et rassurante, est venue d'à côté de moi. Il s'agitait dans le porte-bébé, trop confiné. Je me suis tourné pour trouver mon fils blotti expertement dans les bras de Luca, mâchonnant joyeusement la pierre d'inquiétude en bois. La vue était si incongrue, cet homme intimidant dans son costume parfait, tenant mon bébé avec une aisance pratiquée, que pendant un moment, je ne pouvais que fixer. « Vous auriez dû me réveiller, ai-je dit, tendant les bras vers Jaime. Vous aviez besoin de repos. » Luca a transféré mon fils dans mes bras avec une précision si soigneuse que Jaime a à peine remarqué le changement. « Nous avons fait connaissance, n'est-ce pas, petit ?» La tendresse dans sa voix quand il s'adressait à mon fils était si inattendue que cela m'a serré la gorge. Jaime a gargouillé en réponse, ses yeux brillants de reconnaissance pendant qu'il tendait les mains vers Luca. « Il vous aime bien ?» ai-je dit surpris. Jaime se méfiait habituellement des inconnus, surtout des hommes. « Les enfants et les animaux », a répondu Luca énigmatiquement. « Il voit ce que les adultes manquent. » Une hôtesse de l'air, une différente cette fois, s'est arrêtée à notre rangée. « Nous atterrirons dans environ 30 minutes, monsieur Castellano. Y a-t-il quelque chose dont vous ou votre famille avez besoin avant la descente ?»« Famille ?» Le mot a flotté dans l'air entre nous. J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais Luca a parlé en premier. « Tout va bien, merci. Peut-être un biberon frais pour notre garçon. » Notre garçon. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Notre garçon. Pas son fils ou le bébé, mais notre garçon. Comme si Jaime appartenait à nous deux. Comme si nous étions une unité, une famille. Et sous mon choc, je l'ai senti. Une attraction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelque chose de primal dans mon cerveau d'oméga reconnaissant la revendication de cet alpha
voulant se pencher vers la protection qu'elle offrait, même alors que mon esprit rationnel hurlait des avertissements. Mon odeur a grimpé involontairement, lavande aigre d'alarme. L'hôtesse a hoché la tête et passé son chemin, me laissant figé de choc à côté de cet inconnu qui venait de revendiquer avec désinvolture la propriété partielle de mon enfant. « Pourquoi avez-vous dit ça ?» ai-je murmuré, serrant Jaime plus près. Luca a tourné ses yeux sombres et illisibles vers moi. J'ai vu ses narines s'élargir alors qu'il captait ma détresse, quelque chose de prédateur et de protecteur traversant ses traits. « Dis quoi ?» Exactement. Notre garçon. Vous avez dit notre garçon. Jaime est mon fils. Bien sûr qu'il l'est. Son ton était apaisant, mais quelque chose a brillé dans ses yeux. Quelque chose de possessif et de déterminé qui a fait s'emballer mon cœur d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. La revendication d'Alpha dans sa voix était indéniable. C'était simplement plus facile que de corriger son hypothèse. Mais il n'y avait rien de simple dans la façon dont il regardait Jaime maintenant, comme s'il mémorisait chaque trait du visage de mon fils. Rien de simple dans la façon délibérée dont sa main a frôlé la mienne quand il a tendu la main pour toucher la joue de Jaime. « Que voulez-vous » La question est sortie plus tranchante que je ne l'avais voulu, assez fort pour faire se retourner brièvement le passager devant nous. Luca s'est penché plus près, sa voix descendant à un murmure destiné uniquement à mes oreilles. « Pour le moment, m'assurer que vous et le garçon arriviez à votre destination en toute sécurité. » Il a fait une pause, laissant la phrase suspendue inachevée. Une promesse ou une menace? Je ne pouvais pas dire laquelle. L'avion a commencé sa descente, le subtil changement de pression me faisant claquer les oreilles. Jaime a gémi à la sensation et je l'ai bercé doucement, essayant de l'apaiser pendant que mon esprit s'emballait de confusion et des premières lueurs de peur. Qui était vraiment cet homme? Que voulait-il de nous? Et pourquoi une part de moi, une part traîtresse et solitaire, répondait-elle à la chaleur possessive de son regard? Pendant que le sol se précipitait à notre rencontre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'avoir commis une terrible erreur, que m'endormir sur l'épaule de Luca Castellano avait d'une manière ou d'une autre changé le cours de ma vie irrévocablement, que j'étais maintenant pris dans une toile que je n'avais même pas vue se tisser autour de moi. Les roues ont touché le sol avec une secousse qui semblait résonner dans tout mon corps. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait au-delà des portes de l'aéroport, mais une chose devenait terrifiamment claire. Luca Castellano n'avait aucune intention de nous laisser partir. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, laissez-moi vous murmurer quelque chose. Si ce que vous écoutez vous fait frissonner, sachez qu'il existe une version bien plus sombre, bien plus brûlante, que YouTube ne laisserait jamais passer. Sur notre Patreon, plus rien n'est retenu, plus rien n'est censuré. Si vos désirs les plus interdits réclament d'être nourris, le lien vous attend juste en dessous, dans la description. Le terminal était un flou de bruit et de mouvements pendant que je serrais Jaime contre ma poitrine, essayant de naviguer à travers la foule tout en gardant un œil sur la silhouette imposante de Luca Castellano devant moi. Il se déplaçait avec une autorité naturelle, la mer de voyageurs s'écartant devant lui comme s'il commandait un champ de force invisible. Je ne lui avais pas demandé de nous escorter à travers l'aéroport. En fait, j'avais pleinement l'intention de marmonner un rapide merci et au revoir à la porte d'embarquement, puis de disparaître dans l'anonymat du terminal. Mais d'une manière ou d'une autre, entre le débarquement et maintenant, Luca avait pris le contrôle de la situation, et de moi avec un commandement si naturel que je me retrouvais à le suivre sans poser de questions. « Ma voiture attend », a-t-il déclaré quand nous avons atteint la zone de récupération des bagages, son ton indiquant clairement que ce n'était pas négociable. « Je prends un taxi », ai-je rétorqué, retrouvant enfin ma voix. Jaime se tortillait contre moi, sentant ma tension. « Ma mère nous attend. » Les yeux sombres de Luca m'ont parcouru, prenant en compte ma chemise froissée, le sac à langer usé pendant à mon épaule, l'épuisement que je pouvais sentir gravé dans chaque ligne de mon visage. Son expression est restée impassible, mais quelque chose a vacillé dans ses profondeurs. Du calcul peut-être. « Il est presque minuit », a-t-il dit, vérifiant une montre qui coûtait probablement plus que mon revenu annuel. « Votre mère habite à Brookhaven. »« Oui. » Mon sang s'est glacé. « Comment savez-vous ça ?» L'esquisse d'un sourire a touché ses lèvres, apparu et disparu si rapidement que j'aurais pu l'imaginer. Vous l'avez mentionné pendant le vol.
L'avais-je fait? Les heures dans l'avion semblaient maintenant un rêve, brumeuse d'épuisement et de l'étrange intimité qui peut se développer entre des étrangers en transit. Avais-je vraiment dit à cet homme où vivait ma mère? Qu'avais-je d'autre révélé dans mon état de privation de sommeil? Un taxi pour Brookhaven vous coûtera au moins 80 € à cette heure-ci, a-t-il continué. Et le chauffeur pourrait refuser tout court vu la distance. Ma voiture est déjà payée et le détour est minime. Avant que je ne puisse formuler une réponse, un homme est apparu aux côtés de Luca, grand, large d'épaules, avec des cheveux courts militaires et des yeux qui scannaient continuellement, évaluant chaque passant comme une menace potentielle. Il portait un costume similaire à celui de Luca, bien que pas tout à fait aussi beau, et se tenait les mains jointes devant lui. « Tout est prêt, monsieur », a-t-il dit doucement, son regard se posant brièvement sur Jaime et moi avant de revenir à Luca. « Merci, Marco. » Luca a fait un signe de tête vers le carrousel où les bagages commençaient à apparaître. La valise du monsieur. Une petite valise bleue, ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher, avec un ruban jaune sur la poignée. Marco s'est dirigé vers le carrousel sans un mot. « Vous avez des gens qui attendent simplement vos ordres ?» ai-je demandé, incapable de masquer mon incrédulité. « J'ai des gens qui s'assurent que les choses se déroulent sans accroc », a corrigé Luca, son attention désormais focalisée sur Jaime, qui avait commencé à s'agiter. Il a besoin d'être changé. Ce n'était pas une question, et je ressentais son hypothèse, même si je reconnaissais qu'il avait raison. Je m'en occuperai avant de partir. Les installations ici sont inadéquates. À nouveau, ce ton de certitude absolue. La voiture a tout ce dont vous avez besoin. Une part de moi voulait refuser par principe, affirmer une certaine indépendance dans ce qui devenait rapidement une situation où je n'en avais aucune. Mais les gémissements de Jaime s'intensifiaient et l'idée de me débattre avec lui dans un cabinet de toilette crasseux d'aéroport était décidément peu attrayante. Bien, ai-je concédé, déplaçant Jaime sur mon autre hanche, mais ensuite directement chez ma mère, pas de détour. Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement à traverser les traits de Luca, bien sûr. Marco est revenu avec ma pitoyable valise, qui paraissait encore plus minable à côté de leur apparence impeccable. Sans commentaire, il a pris aussi le sac allongé de mon épaule, ignorant mes protestations. « Par ici », a dit Luca, plaçant sa main dans le bas de mon dos pour me guider vers la sortie. Le contact était léger, presque imperceptible à travers le tissu de ma chemise, mais il brûlait comme un fer à marquer. Je voulais m'éloigner pour établir une certaine limite entre nous, mais Jaime a choisi ce moment pour pousser un hurlement à pleine gorge et mon attention s'est immédiatement reportée sur lui. « Chut, mon bébé, ça va aller », ai-je murmuré, le berçant doucement pendant que nous marchions. « On va bientôt te changer. » Dehors, la nuit parisienne était épaisse d'humidité, l'air lourd de l'odeur de kérosène et d'asphalte. Je m'attendais à une file de taxis, mais Luca nous a conduits directement à un SUV noir élégant, aux vitres teintées qui tournait au ralenti au bord du trottoir. Un troisième homme se tenait à côté, ouvrant la porte à notre approche. « Monsieur Mercier » a dit Luca, me faisant signe d'entrer en premier. Je me suis figé. Je ne vous ai jamais dit mon nom de famille. Pour la première fois, Luca a semblé pris au dépourvu. Une étincelle de quelque chose, contrariété, inquiétude, a traversé son visage avant qu'il ne se rétablisse en son masque habituel impassible. « C'était sur l'étiquette de votre bagage », a-t-il dit doucement. Je l'ai remarqué dans l'avion. Était-ce vrai ? Je ne pouvais pas me souvenir si mon nom était visible sur le sac allongé. L'alternative, qu'il avait d'une manière ou d'une autre fait des recherches sur moi pendant notre vol, était trop perturbante à envisager. Les pleurs de Jaime devenaient plus insistants, et les préoccupations pratiques l'ont emporté sur ma méfiance. Je suis monté dans le SUV, me retrouvant dans le véhicule le plus luxueux que j'ai jamais vu. Les sièges en cuir étaient doux comme du beurre, et l'intérieur sentait quelque chose de cher et de subtil. Plus surprenant encore, un siège bébé dernier cri était déjà installé. « Vous pouvez l'attacher là » a dit Luca, glissant à côté de moi pendant que Marco prenait le siège passager avant. Il y a une station de change pliée à l'arrière de mon siège. Effectivement, un compartiment caché révélait une surface de change rembourrée complète avec couches, lingettes et même une petite sélection de vêtements pour bébé. Toutes des marques haut de gamme que je ne pouvais pas me permettre. « Pourquoi avez-vous tout ça ?» ai-je demandé, incapable de cacher la suspicion dans ma voix pendant que j'allongeais Jaime et commençais à le changer. Luca est resté silencieux un moment, me regardant travailler. « Je crois qu'il faut être préparé à toutes les éventualités.
Avoir une crèche complète installée dans votre voiture va au-delà de la préparation, ai-je rétorqué, fermant le body de Jaime. C'est à la limite du flippant. Est-ce flippant d'assurer le confort d'un enfant? Sa voix est restée calme, mais il y avait maintenant un tranchant. Auriez-vous préféré que je vous laisse vous débrouiller à l'aéroport avec des ressources insuffisantes? Présenté de cette façon, cela me faisait paraître ingrat. J'ai réprimé ma réplique et me suis concentré sur l'installation de Jaime dans le siège bébé, qui lui allait parfaitement. Trop parfaitement. Comment connaissiez-vous sa taille? Ai-je demandé doucement. Mesure standard pour un bébé de 8 mois, a répondu Luca sans hésitation. Bien qu'il soit plutôt petit, n'est-ce pas? Peut-être en sous-poids. L'observation, quoique exacte, m'a piqué une colère défensive. Il est parfaitement en bonne santé. Le pédiatre dit qu'il est juste naturellement menu. Quand était son dernier examen? Cela ne vous regarde pas, ai-je grogné, atteignant enfin la limite de ma patience. Écoutez, j'apprécie le trajet, mais je ne vous connais pas, et vous ne nous connaissez pas. Alors emmenons-nous simplement chez ma mère et disons au revoir. D'accord. Luca m'a étudié pendant un long moment, son expression illisible dans l'intérieur sombre de la voiture. Finalement, il a hoché la tête une fois et a tapé sur la cloison. Le chauffeur s'est éloigné en douceur du trottoir. Le silence qui est tombé entre nous était chargé de tension tacite. Jaime, à l'aise dans son nouveau siège, s'était calmé, ses yeux devenant lourds pendant que le mouvement de la voiture le berçait à nouveau vers le sommeil. J'ai regardé par la fenêtre, regardant l'aéroport reculer et l'autoroute se dérouler devant nous. Reculer, essayant de donner un sens à la situation bizarre dans laquelle je me trouvais. Qui voyage avec un siège bébé juste au cas où? Qui a du personnel attendant à minuit pour escorter un homme qu'il vient de rencontrer? La question qui me rongeait depuis l'avion est revenue avec une nouvelle urgence. Qui est Luca Castellano? Vous devriez vous reposer. La voix de Luca a interrompu mes pensées. C'est un trajet de 40 minutes jusqu'à Brookhaven dans cette circulation. Je vais bien, ai-je dit automatiquement, bien que l'épuisement pesât effectivement sur moi comme un fardeau physique. La maladie de votre mère, a-t-il dit après une autre période de silence. Est-elle terminale? La question m'a pris au dépourvu. L'avais-je mentionné aussi? Les médecins le pensent. Cancer du pancréas, stade 4. Je suis désolé. Sa voix portait une sympathie sincère, et pour un moment, la dureté de ses traits s'est adoucie. La famille est tout. Oui, ai-je acquiescé doucement, surpris par le sentiment de cet homme énigmatique. C'est vrai. Et le père de Jaime. La question était décontractée, mais j'ai senti le poids de son attention s'intensifier. Est-il dans le tableau? Non. Ma réponse était sèche, définitive. Il ne l'a jamais été. Luca a hoché la tête comme pour confirmer quelque chose à lui-même. Sa perte. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit, possessive, presque satisfaite, m'a fait frissonner. Je me suis tourné pour le regarder directement, rassemblant mon courage. « Monsieur Castellano ?»« Luca, a-t-il corrigé. « Luca, ai-je concédé. Pourquoi faites-vous ça? La voiture, les fournitures pour bébé, le trajet. Que voulez-vous de nous ?» Son regard s'est déplacé vers Jaime, qui avait enfin succombé au sommeil, ses longs cils projetant des ombres sur ses joues potelées. Peut-être que je reconnais simplement quelque chose qui mérite d'être protégé quand je le vois. Nous n'avons pas besoin de protection, n'est-ce pas? Ses yeux sont revenus aux miens, sombres et entendus. Un père célibataire sans système de soutien sauf un parent mourant, faisant. Il a fait une pause, son regard tombant sur mes mains. Du travail manuel basé sur ses callosités, empruntant de l'argent pour des billets d'avion. Dites-moi, Rowan, qu'arrive-t-il quand votre mère ne sera plus là? Qui vous protégera, vous et Jamie alors? Des larmes ont piqué les coins de mes yeux, son évaluation brutale touchant trop près des peurs qui me tenaient éveillé la nuit. Nous nous débrouillons, nous l'avons toujours fait. Se débrouiller, c'est survivre, a dit Luca, sa voix descendant plus bas. Vous méritez tous les deux plus que la simple survie. La voiture a ralenti, tournant dans une rue résidentielle que j'ai reconnue avec un pincement de nostalgie et de crainte. Mon quartier d'enfance montrait maintenant des signes de négligence, qui n'étaient pas visibles quand je suis parti il y a 5 ans. Les maisons semblaient plus petites, les pelouses moins entretenues, les lampadaires plus faibles. « Arrêtez la voiture », ai-je dit soudainement.
À ma surprise, Luca a immédiatement frappé à la cloison et le véhicule s'est arrêté en douceur à un demi-pâté de maison de la maison de ma mère. « Je veux marcher d'ici », ai-je expliqué, me tendant déjà pour détacher Jaime de son siège. « Je ne veux pas, c'est compliqué. Vous arrivez dans ce genre de voiture avec vous, cela soulèverait des questions auxquelles je ne suis pas prêt à répondre. » « Des questions auxquelles vous n'êtes pas prêt à répondre ?» Luca a complété pour moi, hochant la tête. « Je comprends. » Marco récupérait déjà ma valise du coffre, et le chauffeur avait fait le tour pour ouvrir ma porte. J'ai soigneusement soulevé Jaime, qui a remué mais ne s'est pas réveillé, et je l'ai blotti contre ma poitrine. « Merci pour le trajet », ai-je dit maladroitement, sortant sur le trottoir fissuré. Le contraste entre le luxe du SUV et la misère de mon environnement n'aurait pas pu être plus saisissant. Luca m'a suivi dehors, se tenant trop près dans l'air humide de la nuit. Tout le plaisir était pour moi. J'aurais dû me retourner et m'éloigner alors. J'aurais dû mettre cette étrange rencontre derrière moi et me concentrer sur les jours difficiles à venir avec ma mère. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à demander « Allez-vous rester longtemps à Paris ?» Un petit sourire a courbé ses lèvres et pour la première fois, il a atteint ses yeux, transformant ses traits sévères en quelque chose de presque accessible. « Aussi longtemps que nécessaire », a-t-il répondu énigmatiquement. Puis, avec une lenteur délibérée, il a tendu la main et a frôlé ses doigts contre la joue de Jaime. « Dors bien, petit. » Le geste était tendre, possessif et profondément troublant. Avant que je ne puisse réagir, la main de Luca s'est déplacée vers mon visage, son pouce traçant légèrement le cerne sous mon œil. « Vous aussi, Rowan, a-t-il murmuré. Vous avez besoin de vos forces. » J'ai reculé, trébuchant presque sur le trottoir inégal. « Au revoir, monsieur Castellano. » Son sourire s'est élargi fractionnellement à mon retour à la formalité. « À la prochaine fois. » « Il n'y aura pas de prochaine fois, ai-je insisté, serrant Jaime plus près. Luca a simplement incliné la tête, ne donnant ni accord ni désaccord, avant de glisser à nouveau dans le SUV. Le véhicule s'est éloigné avec un ronronnement silencieux, me laissant sur le trottoir avec mon fils endormi et un terrible sentiment d'avoir échappé à quelque chose, ou peut-être m'être éloigné de quelque chose dont j'avais désespérément besoin. La maison de ma mère ressemblait exactement à mes souvenirs, un petit pavillon avec de la peinture bleue qui s'écaillait et des marches de devant inégales. La lumière de la véranda était allumée, un phare dans l'obscurité, mais aucune silhouette n'apparaissait à la fenêtre. Elle n'avait probablement pas entendu la voiture. Prenant une profonde inspiration, j'ai commencé à monter l'allée, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. J'étais presque à la véranda quand l'éclat de quelque chose de métallique a attiré mon œil de l'autre côté de la rue. Une voiture que je n'avais pas remarquée auparavant, sombre, anodine, était garée sous un arbre. Pendant que je regardais, la braise d'une cigarette a brillé brièvement, illuminant un visage familier. Marco, l'homme de Luca, surveillait la maison, nous surveillait. Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche, et j'ai rapidement monté les marches, fouillant pour la clé de rechange que je savais que ma mère gardait sous la grenouille en céramique près de la porte. Pendant que je me laissais entrer, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. La voiture était toujours là, une sentinelle sombre dans la nuit. Et soudain, j'ai compris avec une parfaite clarté. Luca Castellano n'avait aucune intention de nous laisser partir. Ce n'était pas la fin de notre étrange rencontre, c'était simplement le début. La porte s'est fermée derrière moi avec une finalité qui aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, c'était comme le son d'un piège qui se refermait. « Rowan, c'est toi ?» La voix mince de ma mère a appelé de la chambre du fond. « Oui, maman », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable pendant que je verrouillais la porte, sachant même en le faisant que cela ne me protégerait pas vraiment de l'homme qui venait de nous livrer à la maison. « C'est nous sommes là. » Le poids de Jaime dans mes bras, le poids des attentes de ma mère mourante, et maintenant le poids de l'intérêt inexplicable de Luca Castellano. Tout pesait sur moi jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Qu'avais-je fait? Sur quel fil invisible avais-je tiré dans cet avion qui avait conduit cet homme dangereux à notre porte? Et pourquoi, malgré la peur tournoyant dans mon estomac, une partie de moi ressentait-elle un soulagement traître à l'idée qu'il était toujours là dehors, à veiller sur nous? 3 jours sont passés dans un brouillard de visites à l'hôpital, de consultations chuchotées avec les médecins et du bip rythmique des machines.
Ma mère s'était détériorée bien plus rapidement que je ne l'avais prévu. Sa présence autrefois vibrante, réduite à une silhouette mince et jaunâtre, à peine assez forte pour tenir Jaime. « Ah, il a tes yeux », a-t-elle murmuré pendant l'un de ses moments plus lucides. Ses doigts flétris traçant la courbe de la joue de Jaime. Mais ce menton, c'est tout l'entêtement Mercier. J'ai forcé un sourire, avalant la boule dans ma gorge. Les infirmières disent qu'il flirte déjà avec elle. C'est définitivement ton influence. Son rire s'est transformé en une toux râlante qui semblait secouer tout son corps. Quand cela s'est calmé, elle m'a fixé d'un regard soudainement étonnamment clair. « Tu ne peux pas rester ici, Rowan », a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Après que je sois parti, cette ville t'engloutira tout entier, comme elle a essayé de le faire avant. Maman, ne fais pas ça, écoute-moi. » Ses doigts ont serré les miens avec une force surprenante. « Tu t'en es sorti une fois. Tu as fait quelque chose de toi-même. » J'ai presque ri à cela. Mon quelque chose était un studio miteux au-dessus d'une laverie et des doubles services dans un entrepôt où les mains baladeuses du gérant étaient considérées comme un risque professionnel. Mais je me suis mordu la langue. Laissons-la croire que j'avais échappé au cycle de la pauvreté et de la déception qui avait défini notre famille pendant des générations. « Promets-moi que tu donneras à Jaime mieux que ça, » a-t-elle insisté, ses yeux plongeant dans les miens. « Promets-moi que tu ne reviendras pas ici pour rester. »« Je promets, » ai-je murmuré, les mots se coinçant dans ma gorge. Quel choix avais-je? Il n'y avait rien pour nous ici sauf des souvenirs et des dettes. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite, et a fermé les yeux. Sa respiration s'est régularisée, et je savais qu'elle avait dérivé à nouveau vers le sommeil, ou peut-être l'inconscience. Les médecins m'avaient averti que la ligne entre les deux s'estompait chaque jour davantage. J'ai doucement extrait ma main de la sienne et ajusté Jaime dans mes bras. Il avait été remarquablement sage tout au long de nos visites à l'hôpital, comme s'il sentait la gravité de la situation. Maintenant, il gardouillait doucement, tendant la main vers les tubes colorés et les fils qui reliaient ma mère aux machines qui la maintenaient en vie. « Pas pour toi », ai-je murmuré en embrassant le sommet de sa tête. « Jamais pour toi. » Un coup doux à la porte m'a fait me retourner. Je m'attendais à une infirmière ou un médecin venant vérifier les signes vitaux ou ajuster des médicaments. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à fixer les yeux sombres et impénétrables de Luca Castellano. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable dans un autre costume parfaitement coupé, celui-ci d'un bleu marine profond qui faisait briller sa peau olive sous la lumière fluorescente dure. Dans ses mains se trouvait un modeste arrangement de lys blanc, leur parfum remplissant déjà la chambre stérile. « Que faites-vous ici ?» ai-je sifflé, me déplaçant instinctivement pour me tenir entre lui et le lit de ma mère. « Présentez mes respects », a-t-il répondu, sa voix abaissée par considération pour la femme endormie. « Puis-je entrer ?» Je voulais refuser, le renvoyer, mais une étrange paralysie s'était emparée de moi. Comment nous avait-il trouvés? Comment savait-il quel hôpital, quelle chambre? Les questions brûlaient dans ma gorge, mais avant que je ne puisse les formuler, Jaime a aperçu Luca et a poussé un cri ravi, ses petits bras tendus vers la silhouette imposante. L'expression de Luca s'est adoucie presque imperceptiblement. « Bonjour petit. »« S'il vous plaît, partez », ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que je ne le sentais. « C'est un moment privé en famille. »« Bien sûr », a-t-il hoché la tête, posant les lisses sur une petite table près de la porte. « Je suis seulement venu les livrer et vous informer que des arrangements ont été pris. »« Des arrangements ?» ai-je répété, la confusion déplaçant momentanément ma colère. « Quels arrangements ?»« Pour les soins de votre mère, » a-t-il dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle a été transférée dans l'aile privée. Un spécialiste vient en avion de la Pitié-Salpêtrière demain pour consulter sur son cas. La pièce semblait basculer sous mes pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne pouvons pas nous permettre. C'est fait. Il a interrompu, son ton n'admettant aucune objection. Les aspects financiers ont été pris en charge. Par vous ? Ma voix a monté malgré mes efforts pour la garder stable. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Apparu et disparu si rapidement que j'aurais pu l'imaginer. Sortons, votre mère a besoin de se reposer. Il avait raison à propos de ça au moins. J'ai jeté un coup d'œil à sa forme endormie,
Puis j'ai suivi à contre-cœur Luca dans le couloir, fermant doucement la porte derrière nous. Le couloir était calme, juste quelques infirmières au poste éloigné et les sons étouffés de l'équipement médical des chambres voisines. Jaime continua à se tortiller dans mes bras, ses yeux fixés sur Luca avec une fascination non dissimulée. « Vous n'aviez pas le droit » ai-je commencé, gardant ma voix basse, mais incapable de cacher ma colère. « Je ne vous ai pas demandé votre aide, et je ne peux certainement pas rembourser quelle que soit la somme ridicule que vous avez dépensée pour ces arrangements. » « Je n'ai pas demandé de remboursement, » a répondu Luca calmement, gardant sa présence d'alpha stable et inamovible. « Alors que voulez-vous » ai-je exigé, mon odeur d'oméga trahissant mon agitation, lavande tournant à l'acide par le stress. Son regard a voyagé lentement de mon visage à Jaime, puis est revenu, une évaluation délibérée qui a fait picoter ma peau de conscience. J'ai senti son attraction, le magnétisme alpha que ma biologie d'oméga ne pouvait ignorer, peu importe combien mon esprit résistait. Peut-être que je n'aime simplement pas voir la souffrance quand j'ai les moyens d'y remédier. Les hommes comme vous ne font pas de cadeaux à des gens au hasard rencontrés dans des avions. Le gros mot m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Les hommes comme moi, un sourcil s'est arqué élégamment. Et quel genre d'homme suis-je, Rohan ? La façon dont il a dit mon nom, douce, presque caressante, a envoyé un frisson involontaire dans mon dos. Je ne sais pas, ai-je admis. C'est ça le problème. Je ne sais rien sur vous sauf que vous êtes riche et apparemment vous pensez pouvoir vous acheter une place dans nos vies. Pas acheter, a-t-il corrigé, faisant un pas plus près. Investir. Le mot a flotté entre nous, chargé d'implications que je n'étais pas sûr de vouloir comprendre. Jamais a choisi ce moment pour faire tomber son anneau de dentition, qui a teinté sur le sol poli de l'hôpital. Avant que je ne puisse me pencher pour le récupérer, Luca était déjà à genoux, ses mouvements fluides et précis. Tout comme dans l'avion, il a essuyé le jouet avant de me le rendre. Mais cette fois, au lieu d'éviter le contact, ses doigts ont délibérément frôlé les miens. Le contact a envoyé une décharge d'électricité dans mon bras. « Vous devriez manger quelque chose » a-t-il dit, se redressant à sa pleine hauteur. « Vous avez perdu du poids depuis le vol. » L'observation, exacte quoique, a ravivé mon irritation. « Je vais bien. »« Vous êtes épuisé et mal nourri » a-t-il rétorqué platement. « Comment pouvez-vous prendre soin de Jaime si vous vous effondrez ?» La dure vérité de ces paroles m'a piqué. J'avais subsisté grâce à des collations de distributeurs automatiques et au café de la cafétéria de l'hôpital, mettant les besoins de Jaime et le confort de ma mère au-dessus des miens. Les maux de tête et les vertiges que j'avais ressentis étaient probablement des signes d'avertissement que j'avais ignorés. « Il y a une voiture qui attend en bas » a continué Luca, semblant prendre mon silence pour un acquiescement. « Mon chauffeur vous emmènera chercher un vrai repas, puis vous ramènera chez votre mère pour vous reposer. Les infirmières ont mon numéro s'il y a un changement dans son état. » « Elles ont votre numéro ?» Les implications de cela, de la façon dont il s'était entièrement inséré dans notre situation, m'ont laissé chancelant. « Comment nous avez-vous même trouvé ? Comment saviez-vous dans quel hôpital elle était ? Est-ce important ?» a-t-il demandé, son expression illisible. « Le résultat est le même. Votre mère reçoit les meilleurs soins possibles, et vous avez l'occasion de récupérer vos forces. C'est important pour moi, ai-je insisté, déplaçant Jaime sur mon autre hanche. Je veux savoir à qui j'ai affaire. » Pendant un long moment, Luca m'a étudié, ses yeux sombres mesurant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Puis, avec une légère inclinaison de la tête, il a glissé la main dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite. Un papier crème simple et élégant, avec seulement son nom et un numéro de téléphone embossé en encre sombre. « Appelez ce numéro à tout moment » a-t-il dit, pressant la carte dans ma paume. « Jour ou nuit, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » J'ai fixé la carte, son poids semblant disproportionné à sa taille. Cela ne répond pas à ma question. « Non » a-t-il convenu, une trace d'amusement colorant son ton. « Ce n'est pas le cas, mais c'est un début. » Avant que je ne puisse répondre, Jaime a poussé un cri aigu, sa patience finalement épuisée. L'attention de Luca s'est immédiatement reportée sur lui, son expression s'adoucissant d'une manière qui transformait tout son visage. « Il a faim » a observé Luca, tendant la main pour effleurer du doigt la joue empourprée de Jaime. « Et il est fatigué. Vous avez tous les deux besoin de nourriture et de repos. » Autant que je détestais l'admettre, il avait raison.
La pensée d'un vrai repas et de quelques heures de sommeil ininterrompu était presque douloureusement tentante. Bien, ai-je concédé, en pochant la carte de visite. Mais juste un dîner et ensuite à la maison et je veux vérifier ma mère avant de partir. Bien sûr. Luca a reculé, me donnant l'espace de retourner dans la chambre de ma mère. Marco attend dans le hall. Prenez tout le temps qu'il vous faut. J'ai hésité, soudain réticent à lui tourner le dos. Vous ne venez pas ? Quelque chose comme de la satisfaction a vacillé sur ses traits. Voudriez-vous que je vienne ? Non, ai-je dit rapidement. Trop rapidement peut-être. Je supposais juste que vous insisteriez. Je n'ai pas besoin d'insister, a-t-il répondu doucement. Je suis patient, Rowan. Quand quelque chose est inévitable, il n'y a pas besoin de se précipiter. La confiance dans sa voix, la certitude absolue, cela aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela a envoyé un mélange complexe d'émotions tournoyant dans ma poitrine. De la peur, oui, mais aussi un battement traître et indésirable d'anticipation. Rien de tout cela n'est inévitable, lui ai-je dit, levant le menton avec défi. Son sourire était léger, mais entendu. Nous verrons. Sa réponse énigmatique flottait encore dans l'air quand je suis retourné auprès de ma mère, refermant doucement la porte derrière moi. Une fois seul, j'ai pris une longue inspiration pour calmer le tumulte dans ma poitrine. Ma mère dormait paisiblement, sa respiration peu profonde, mais régulière. Je me suis assis près d'elle, observant la montée et descente de sa poitrine, essayant de retrouver dans ses traits amaigris la femme dont je me souvenais, féroce, fière, inflexible. « Maman », ai-je murmuré, même si je savais qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Tout va si vite. Je ne sais pas qui il est vraiment, ni pourquoi il s'intéresse à nous, et une partie de moi voudrait simplement croire à sa promesse. Pouvoir respirer, pouvoir me reposer. J'aimais s'est doucement agité contre mon épaule, ses petites plaintes devenant plus insistantes. Je l'ai bercé tendrement, le cœur tiraillé entre lui et ses derniers instants auprès de ma mère. « Je dois y aller », ai-je dit à sa forme endormie, pressant un baiser sur son front. « Mais je reviendrai demain, je promets. » Pendant que je me tournais pour partir, mon regard est tombé sur les lys que Luca avait apportés. Ils semblaient briller dans la pièce sombre, leurs pétales immaculés en contraste saisissant avec l'environnement clinique. Beaux, purs, mais en quelque sorte hors de leur place. Comme Luca lui-même dans nos vies désordonnées et compliquées. Le trajet jusqu'au restaurant s'est fait en silence. La présence imposante de Marco au volant décourageait toute conversation. Il nous a emmenés dans un petit restaurant italien niché dans une rue secondaire. Ses lumières chaudes et ses arômes riches étaient à des mondes de l'environnement antiseptique de l'hôpital. Monsieur Castellano a pris des dispositions, m'a informé l'hôte, nous conduisant vers une salle privée à l'arrière où une chaise haute attendait déjà pour Jaime. Tout a été pris en charge. Bien sûr, c'était le cas. Je commençais à comprendre que c'était comme cela que Luca opérait. Aplanir les chemins, supprimer les obstacles, créer des espaces où sa volonté pouvait se déployer sans entrave. Le repas qui a suivi a été le meilleur que j'avais eu depuis des mois, peut-être des années. Des pâtes simples mais exquises, du pain croustillant, un verre de vin que j'ai d'abord refusé, mais finalement accepté. Jaime a démoli un bol de légumes en purée avec un tel enthousiasme que même Marco aurait esquissé un sourire. Au moment où nous sommes partis, le ciel était devenu indigo profond, les étoiles obscurcies par la pollution lumineuse de Paris. La voiture glissait à travers les rues de la ville, et je me suis retrouvé à dériver. La combinaison de nourriture, de vin et d'épuisement me tirant vers le sommeil. J'ai dû m'assoupir parce que la prochaine chose que j'ai su, c'est que Marco ouvrait ma porte, et nous étions garés devant la maison de ma mère. La lumière de la véranda était allumée. Je ne me souvenais pas l'avoir laissée allumée, et à travers la fenêtre de devant, je pouvais voir une lueur chaude qui suggérait que des lampes avaient également été allumées à l'intérieur. « Qui est dans la maison ?» ai-je demandé sèchement, soudain alerte. « Madame Vasquez ?» a répondu Marco, sa voix étonnamment douce. « Monsieur Castellano a fait en sorte qu'elle prépare la maison pour votre retour. » Madame Vasquez. Le nom était vaguement familier. La femme de ménage de 2 rues plus loin ?
Marco a hoché la tête en soulevant déjà mon fils endormi de son siège auto avec une aisance pratiquée. Elle a préparé un berceau pour le petit et des draps frais pour vous. J'aurais dû être indigné par cette nouvelle invasion. Cette présomption que ma maison avait besoin d'être préparée. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'une lassitude jusqu'à l'os et en dessous, une gratitude honteuse. La pensée d'entrer dans une maison vide, de devoir faire des lits et trouver des serviettes propres, m'avait pesé plus que je n'avais admis. Madame Vasquez nous a accueillis à la porte, son visage rond plissé d'un sourire chaleureux. « Monsieur Mercier », m'a-t-elle salué, « cela fait trop longtemps. Et ça doit être le petit Jaime. » Elle nous a fait entrer où la transformation était immédiatement apparente. La maison était impeccable, l'odeur de moisi remplacée par le parfum du polish au citron et de quelque chose de délicieux qui cuisait au four. Des fleurs fraîches, pas des lys cette fois, mais de joyeuses marguerites se tenaient dans un vase sur la table basse. « J'ai préparé votre ancienne chambre », a expliqué Madame Vasquez, menant le chemin, et installé la chambre d'enfant dans la petite pièce à côté. Monsieur Castellano a dit que le bébé pourrait avoir besoin de son propre espace pour bien dormir. Elle parlait de Luca avec une telle familiarité décontractée, comme s'il était un vieil ami de la famille plutôt qu'un étranger qui s'était inséré dans nos vies il y a 3 jours. Je voulais l'interroger, lui demander ce que Luca lui avait exactement dit, mais Jaime s'agitait dans les bras de Marco et mon propre épuisement était un poids physique pesant sur moi. « Merci », ai-je réussi à dire, acceptant mon fils des bras de Marco. « C'est très gentil. » Madame Vasquez m'a tapoté le bras. « Ce n'est pas un problème, mon cher. Je reviendrai demain matin pour aider avec le petit déjeuner. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur si vous avez faim pendant la nuit. » Sur ce, elle a rassemblé ses affaires et est partie, Marco la suivant silencieusement. J'ai verrouillé la porte derrière eux, puis je me suis tenu dans l'entrée, entouré par les os familiers de ma maison d'enfance, maintenant drapé par l'influence de Luca Castellano. Dans mon ancienne chambre, j'ai trouvé non seulement des draps frais, mais aussi de nouveaux rideaux, un tapis de surface luxueux qui n'était pas là auparavant, et sur la table de chevet, un babyphone dernier cri déjà connecté à la chambre d'enfant. La vue de cela, ce geste réfléchi et intrusif, a amené des larmes inattendues à mes yeux. La chambre d'enfant elle-même était une révélation. La petite pièce qui avait autrefois été l'espace de couture de ma mère contenait maintenant un magnifique berceau en bois, une table à langer remplie de fournitures et un fauteuil à bascule qui semblait ancien, mais qui était clairement neuf. Des lampes douces projetaient une lueur douce sur des murs qui avaient été fraîchement peints d'une nuance de bleu apaisante. « Qu'est-ce que tu en penses, Jaime ?» ai-je murmuré, le portant dans la pièce. « Un peu trop, n'est-ce pas ?» Mais les yeux de mon fils étaient grands ouverts d'émerveillement, ses petites mains se tendant vers un mobile d'étoiles et de lune qui pendait au-dessus du berceau. Quand je l'ai allongé sur le matelas incroyablement doux, il n'a pas protesté, juste fixé le mobile avec fascination jusqu'à ce que ses paupières commencent à tomber. Je me tenais là à le regarder s'endormir, mes émotions un mélange embrouillé. D'un côté, l'intrusion était à couper le souffle dans sa présomption. De l'autre, le soin évident dans chaque détail parlait de quelque chose de plus complexe que la simple manipulation. Le son de mon téléphone vibrant a brisé le charme, un message texte d'un numéro inconnu. Tout est-il satisfaisant ? Je savais immédiatement qui c'était. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé une réponse. « Pourquoi faites-vous cela ?» La réponse est venue presque instantanément. « Parce que vous et Jaime méritez mieux. » J'ai fixé l'écran, ma gorge serrée d'émotions que je ne pouvais pas nommer. Avant que je ne puisse décider de répondre, un autre message est apparu. « Dormez bien, Rowan. Demain sera difficile. » Les mots m'ont fait frissonner. Comment savait-il ? Les médecins lui avaient-ils dit quelque chose qu'il ne m'avait pas dit ? Ou était-ce juste une autre démonstration de sa capacité étrange à prédire et contrôler nos circonstances ? J'ai posé le téléphone sans répondre et me suis retiré dans ma propre chambre, où le lit m'appelait avec ses draps frais et ses oreillers moelleux. Pendant que je m'enfonçais dans son confort, j'ai essayé de donner un sens au tourbillon que ma vie était devenue depuis ce vol fatidique. Qui était vraiment Luca Castellano ? Que voulait-il de nous ? Et pourquoi, malgré toutes mes appréhensions, une partie de moi voulait-elle se rendre à la protection qu'il offrait ? La question tourbillonnait dans mon esprit pendant que l'épuisement me tirait sous, m'entraînant dans des rêves où des yeux sombres regardaient depuis les ombres et des mains fortes se tendaient pour me rattraper pendant que je tombais.
Je me suis réveillé au son des pleurs de Jaime à travers le babyphone et à la lumière grise de l'aube filtrant à travers les nouveaux rideaux. Pendant un moment désorientant, je ne pouvais pas me souvenir où j'étais. Le luxe inconnu de la literie déroutant mon cerveau endormi. Puis tout est revenu en trombe. Ma mère, l'hôpital, Luca. Luca avec ses arrangements et ses avertissements énigmatiques. Demain sera difficile. Je tendais la main vers mon téléphone pour vérifier les appels manqués de l'hôpital quand il a commencé à sonner dans ma main. Numéro inconnu. « Allô ?» ai-je répondu, ma voix rauque de sommeil et de peur. « Monsieur Mercier ?» Une voix de femme, professionnelle, sombre. « C'est l'infirmière Jiménez de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'appelle au sujet de votre mère. » Le monde semblait se rétrécir, les bords de ma vision s'assombrissant pendant qu'elle continuait à parler. Des mots comme « détérioré » et « confortable » et le moment de dire au revoir filtraient à travers le rugissement dans mes oreilles. « Je serai là tout de suite », ai-je réussi à dire, sortant déjà du lit en hâte. « La voiture attend », a répondu l'infirmière, une note étrange dans sa voix. « Monsieur Castellano a dit que vous voudriez venir immédiatement. » Bien sûr qu'il l'avait fait. Bien sûr qu'il l'avait su, avait arrangé, avait préparé. J'ai raccroché sans répondre et me suis précipité dans la chambre d'enfant où les pleurs de Jaime étaient montés en cris à pleine gorge. Pendant que je le soulevais du berceau, j'ai aperçu la rue par la fenêtre. Un SUV noir, maintenant familier, tournait au ralenti au bord du trottoir, Marco se tenant à côté, la tête inclinée comme s'il écoutait quelque chose ou quelqu'un sur son téléphone. Pendant un moment, j'ai considéré refuser de partir avec lui, appeler un taxi à la place, affirmer un dernier vestige d'indépendance. Mais le temps était précieux maintenant, et la fierté était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. 20 minutes plus tard, Jaime nourri et nous deux habillés, je suis sorti vers la voiture qui attendait. Marco a ouvert la porte sans un mot, son visage impassible, mais ses yeux contenant quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Je m'attendais à trouver Luca à l'intérieur, mais la voiture était vide, sauf le chauffeur. Étrangement, son absence semblait plus significative que sa présence ne l'aurait été. Un espace délibérément laissé vide, une courtoisie que je n'avais pas anticipée. Le couloir de l'hôpital semblait plus long ce matin, les lumières fluorescentes plus dures. Jaime était silencieux dans mes bras, comme s'il sentait la gravité du moment. Quand nous avons atteint la chambre de ma mère, je me suis arrêté devant la porte, rassemblant mon courage. « Vous pouvez le faire. » La voix basse est venue de derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Luca debout là, son expression solennelle. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, juste un pantalon sombre et une chemise simple boutonnée, comme s'il avait fait l'effort d'être moins imposant en ce moment. « Elle vous attend », a-t-il continué, sa main venant se poser légèrement dans le bas de mon dos. « Je prendrai Jaime si vous voulez du temps seul avec elle. » L'offre était inattendue, et mon premier instinct était de refuser. Mais il y avait des choses que je devais dire à ma mère. Des choses privées, des choses finales. Juste pour quelques minutes, ai-je concédé à contre-cœur, transférant mon fils dans les bras tendus de Luca. Jaime y est allé volontiers, voire avec empressement, ses petites mains tendues immédiatement vers le visage de Luca, avec une familiarité qui aurait dû me troubler plus que cela ne l'a fait. À ce moment-là, cependant, je ne pouvais que ressentir de la gratitude pour un souci de moins. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », a dit Luca, installant Jaime confortablement contre sa poitrine. « Nous serons juste là. » J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers la boule dans ma gorge, et j'ai poussé la porte pour dire au revoir à la femme qui m'avait donné la vie, qui m'avait aimé férocement, sinon imparfaitement, qui était sur le point de me laisser vraiment seul au monde. Ou du moins, je le pensais. Les heures suivantes sont passées dans un brouillard de larmes et d'adieux chuchotés. Ma mère s'en est allée paisiblement juste après midi, sa main dans la mienne, ses derniers mots un à peine audibles. « Sois fort. » La finalité de cela, l'absence absolue et irrévocable d'elle, m'a laissé creux, comme si quelque chose d'essentiel avait été vidé de ma poitrine. À travers tout cela, Luca est resté une présence silencieuse juste à l'extérieur de la porte, prenant soin de Jaime avec une aisance qui aurait dû paraître contre nature, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'était pas. Quand les infirmières sont venues prendre le corps de ma mère,
quand l'administrateur de l'hôpital s'est approché avec des formulaires et des platitudes compatissantes, quand le directeur des pompes funèbres est arrivé pour discuter d'arrangements que je ne pouvais pas me permettre, Luca était là, gérant tout avec une efficacité tranquille. J'aurais dû ressentir son intervention, son hypothèse de contrôle. Au lieu de cela, je me suis retrouvé pathétiquement reconnaissant pour le tampon qu'il fournissait entre moi et la logistique brutale de la mort. « Tout est pris en charge », m'a-t-il dit en quittant l'hôpital, sa main une pression stable dans le bas de mon dos. Le service aura lieu demain après-midi. Petit, digne comme je crois qu'elle l'aurait voulu. « Demain ?» ai-je répété, ma voix éraillée d'avoir pleuré. « C'est si rapide. »« Vous avez mentionné qu'elle ne voulait pas de chichi », a-t-il répondu, me guidant vers la voiture qui attendait où Marco se tenait avec Jaime déjà attaché dans son siège. Et je me suis dit qu'une coupure nette serait peut-être plus facile pour vous deux. Il avait raison, bien sûr. Ma mère avait toujours été pratique à propos de la mort, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas que les gens se tiennent debout en pleurant sur une boîte. Et la pensée de prolonger le processus, des jours passés dans ce limbe de chagrin, était insupportable. « Merci », ai-je réussi à dire, les mots inadéquats pour la magnitude de ce qu'il avait fait, faisait pour nous. Je ne sais pas comment je vous rembourserai jamais. Quelque chose s'est assombri dans ses yeux. Une ombre fugace, rapidement masquée. Ce n'est pas une préoccupation pour le moment. Mais c'était une préoccupation, qui devenait plus pressante à chaque acte de générosité, chaque démonstration de ses ressources apparemment illimitées. Personne ne faisait autant pour un étranger sans s'attendre à quelque chose en retour. La question était, que voulait Luca Castellano de moi ou de nous ? De retour à la maison de ma mère, non, pas la sienne plus, me suis-je rappelé avec un nouvel élancement de chagrin. Madame Vasquez nous attendait avec un repas simple et des claquements de langue compatissants. Elle a pris Jaime de mes mains avec des mains pratiquées, promettant un bain et un biberon pendant que je mangeais. « Vous avez besoin de vos forces, monsieur Mercier », a-t-elle insisté, son accent s'épaississant avec l'émotion. « Le petit a besoin de vous fort. » J'ai hoché la tête mécaniquement et me suis laissé mener à la table de la cuisine où Luca a tiré une chaise pour moi. La domesticité du geste, l'aisance avec laquelle il se déplaçait dans cet espace comme s'il y appartenait, aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, cela semblait être la seule chose solide dans un monde soudainement fait de sable mouvant. « Mangez », a-t-il dit, prenant le siège en face de moi. Ce n'était pas une demande. Je me suis forcé à prendre une bouchée de la soupe que Madame Vasquez avait préparée, puis une autre. Les saveurs s'enregistraient à peine, mais la chaleur s'est répandue dans ma poitrine, dégelant une partie de la glace qui s'y était formée. « Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé après plusieurs minutes de silence, ma cuillère raclant le fond du bol vide. Luca m'a étudié à travers la table, ses yeux sombres illisibles. « Cela dépend de vous. »« De moi ?» Un rire amer s'est échappé de ma gorge. Quel choix ai-je ? Je ne peux pas me permettre de rester ici. Je ne peux pas me permettre de partir. J'ai un fils à nourrir, un loyer dû dans 2 semaines et à peine assez d'économies pour nous ramener à Marseille. Vous avez des options, a-t-il répondu calmement. Plus que vous ne réalisez. Telles que ? Il s'est penché en avant, ses avant-bras reposant sur la table, les mains lâchement jointes. J'ai remarqué à nouveau les imperfections subtiles de ses mains. La jointure légèrement tordue de son index droit, une fine cicatrice à l'arrière de sa main gauche, les mains d'un homme qui avait connu la violence. « J'ai une proposition pour vous », a-t-il dit, sa voix abaissée malgré le fait que nous étions seuls, Madame Vasquez ayant emmené Jaime à l'étage. Une qui résoudrait définitivement vos préoccupations financières. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, une bouffée de chaleur montant à mes joues. Je ne suis pas à vendre, monsieur Castellano. Le coin de sa bouche a tressailli, pas tout à fait un sourire. Je ne suis pas dans le commerce d'achat de personnes, Rohan. Alors qu'est-ce que vous proposez exactement ? Il est resté silencieux un moment, son regard inébranlable. Je veux que vous et Jamie veniez à Paris avec moi. La déclaration a flotté dans l'air entre nous, simple mais chargée d'implication. Pourquoi ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure ? Parce que je peux subvenir aux besoins de vous deux, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Une maison, la sécurité, des opportunités auxquelles vous ne pourriez pas accéder autrement. En échange de quoi ?
Son expression s'est adoucie fractionnellement. De votre compagnie, votre présence dans ma maison, la chance de regarder Jamie grandir. Vous nous voulez comme des compagnons résidents ? Je veux vous comme famille, a-t-il corrigé, les mots me frappant comme des coups physiques. Son odeur d'alpha s'est intensifiée. Bois de santal et acier, possessif et revendicatif. Mes instincts d'oméga ont répondu malgré moi. Une chaleur traîtresse se répandant dans ma poitrine. James comme mon fils. Vous comme mon oméga. Arrêtez. Je l'ai coupé, repoussant la table. C'est insensé. Vous ne nous connaissez pas. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 jours dans un avion. Et en ces 3 jours, j'ai appris assez. Il a contré, restant assis même quand je me suis levé. J'ai vu comment vous prenez soin de votre fils, comment vous vous êtes occupé de votre mère, comment vous portez le poids de la responsabilité sans vous plaindre. J'ai vu votre force, votre vulnérabilité, votre protection féroce de ceux que vous aimez. Ce n'est pas suffisant. C'est suffisant pour moi, a-t-il interrompu, sa voix prenant un tranchant que je n'avais pas entendu auparavant. Je sais ce que je veux, Rohan. Je l'ai toujours su. Et vous obtenez toujours ce que vous voulez, ai-je défié, la colère commençant à brûler à travers le brouillard du chagrin. Un sourire alors, froid et certain. Oui, la syllabe unique m'a fait frissonner. À ce moment-là, j'ai aperçu quelque chose sous l'extérieur poli, quelque chose de primitif et d'inflexible. Pourquoi moi, ai-je demandé sincèrement perplexe. Pourquoi Jaime ? Vous pourriez avoir n'importe qui, quelqu'un de votre monde, quelqu'un qui correspond. Je ne veux pas n'importe qui, il a coupé. Je veux vous, vous deux. Mais pourquoi ? Il s'est levé alors, son mouvement fluide et contrôlé pendant qu'il contournait la table pour se tenir devant moi, si près. Et j'ai dû incliner la tête en arrière pour rencontrer son regard, une position qui soulignait la différence de nos hauteurs, de nos pouvoirs. Jaime me rappelle quelqu'un que j'ai perdu, a-t-il dit, sa voix descendant à un murmure. Un enfant qui n'a jamais eu la chance de grandir. Quand je l'ai vu dans cet avion, quelque chose a basculé. Et puis je vous ai vu, épuisé, seul, vous battant si fort pour lui, et j'ai su. Su quoi ? Ma propre voix était devenue rauque. Sa main est venue, ses doigts écartant une mèche de cheveux de mon visage avec une douceur exquise. Le contact m'a fait frissonner, l'oméga répondant à l'alpha d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Que vous étiez les pièces manquantes, celles que j'ai cherchées sans le savoir. Il y avait quelque chose de cru dans sa confession, une vulnérabilité que je n'avais pas attendue de cet homme contrôlé et puissant. Et en dessous, je pouvais sentir l'instinct d'alpha qui le poussait, l'impératif biologique de protéger, de revendiquer, de garder en sécurité ce qui était à lui. Cela aurait dû me toucher, peut-être. Au lieu de cela, des sonnettes d'alarme ont sonné dans mon esprit. Vous ne pouvez pas remplacer un enfant perdu par mon fils, ai-je dit, faisant un pas en arrière. Et vous ne pouvez pas acheter une famille toute prête pour combler le vide que vous portez. La colère a éclaté dans ses yeux, apparu et disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Ce n'est pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que d'où je me tiens, cela ressemble à un homme avec trop d'argent et trop de pouvoir, s'attachant à quelqu'un qu'il ne connaît pas, offrant de résoudre tous leurs problèmes en échange de quoi ? Jouer à la maison ? Réaliser un fantasme de paternité ? Sa mâchoire s'est serrée, un muscle tressaillant visiblement sous la police. Je vous offre une vie meilleure, la sécurité, tout ce que Jaime mérite. À quel prix ? Ai-je insisté, mon cœur martelant contre mes côtes. Il y a toujours un prix, Luca. Pendant un long moment, il m'a simplement regardé, son expression illisible. Puis, avec une lenteur délibérée, il a glissé la main dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours. « Le prix », a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une bague en diamant qui captait la lumière de la cuisine en facettes aveuglantes. « C'est le mariage. » Le monde semblait basculer sous mes pieds. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Je suis toujours sérieux. Sa voix avait pris ce tranchant à nouveau, celui qui n'admettait aucune objection. Sa présence d'alpha remplissait la pièce, autoritaire et absolue. Je vous veux comme mon mari, Jaime comme mon fils.
Un arrangement légal contraignant qui vous donne à tous les deux mon nom, ma protection, mon héritage, et un alpha revendiquant son oméga correctement comme cela devrait être fait. La reconnaissance explicite de ce que nous étions, alpha et oméga, l'attraction biologique qui s'était construite depuis le moment où il avait capté mon odeur dans cet avion, rendait la proposition à la fois plus terrifiante et en quelque sorte plus inévitable. C'est insensé, ai-je murmuré, incapable de détacher mes yeux de l'éclat obscène du diamant. Nous ne nous connaissons pas, nous ne nous aimons pas. L'amour, a-t-il répété comme s'il goûtait le mot pour la première fois, une émotion imprévisible au mieux, destructrice au pire. Je vous offre quelque chose de plus fiable, l'engagement, la loyauté, les ressources. Le mariage n'est pas une transaction commerciale, n'est-ce pas ? Son sourire était entendu, presque triste. À travers l'histoire, le mariage a principalement été un échange de sécurité contre fidélité. La notion romantique est relativement récente et statistiquement instable. J'ai secoué la tête, essayant de la débarrasser de sa logique persuasive. Même si c'était vrai, pourquoi voudriez-vous épouser un étranger, un travailleur d'entrepôt sans relation, sans argent, rien à apporter à cette transaction ? Son expression s'est adoucie, la dureté dans ses yeux cédant à quelque chose qui aurait pu être de la tendresse. Vous vous apportez vous-même, Rowan, votre force, votre cœur, la façon dont vous aimez votre fils avec une telle dévotion farouche. Ce sont des qualités rares qui valent plus que toute fortune ou relation. La sincérité dans sa voix était désarmante, rendant plus difficile de rejeter sa proposition comme les divagations d'un fou ou le mouvement calculé d'un prédateur. Il y avait autre chose en jeu ici, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Et si je refuse ? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans sa posture s'est déplacé, un enroulement subtil d'énergie potentielle. Alors je respecterai votre décision. Les frais funéraires, les factures médicales de votre mère, ils restent payés. Vous retournez à Marseille, à votre vie, et nous nous séparons. Cela semblait raisonnable, civilisé. Alors pourquoi un frisson me parcourait-il l'échine ? Comme ça ? Ai-je pressé suspicieux. Vous partiriez ? Je reculerai, a-t-il corrigé soigneusement. Mais je veillerai sur vous deux à distance. M'assurerai que vous ne manquiez jamais de l'essentiel. C'est du harcèlement, ai-je bégayé, reculant jusqu'à sentir le comptoir de la cuisine contre ma colonne vertébrale. Il a suivi, fermant la distance entre nous en 2 pas mesurés. C'est de la protection. Le monde est un endroit dangereux, Rowan, surtout pour un jeune père et son fils sans père. La menace implicite, ou était-ce un avertissement, a flotté dans l'air entre nous. Avant que je ne puisse répondre, le son du rire de Chaimi a flotté du haut, suivi du roucoulement doux de Madame Vasquez. « Il a besoin d'un père », a dit Luca doucement, son regard dérivant vers le plafond. Un homme pour le guider, le protéger, lui montrer comment naviguer dans un monde qui ne sera pas toujours gentil. « Et vous pensez que cela devrait être vous ?» ai-je demandé, une confusion sincère colorant mon ton. Un homme dont je ne sais rien. Son attention est revenue à moi, vive et focalisée. « Que voulez-vous savoir ?» La question m'a pris au dépourvu. Je m'attendais à une évasion, pas à une invitation. Tout, qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vient votre argent, pourquoi vous pouvez vous permettre de jeter des milliers d'euros sur des étrangers. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait refuser, pourrait se retirer derrière le mur de contrôle froid qu'il maintenait typiquement. Au lieu de cela, il a hoché la tête une fois de manière décisive. Mon nom est Luca Alessandro Castellano. Je suis né en Sicile, élevé à Paris. Mon père a construit un empire en important de l'huile d'olive, du vin et certains autres produits qui contournaient l'imposition. Quand il est mort, j'ai hérité de son entreprise, de ses relations et de ses ennemis. La façon clinique dont il a livré cette information, dépourvue d'émotion ou d'embellissement, la rendait d'autant plus glaçante. « Vous êtes dans la mafia ?» ai-je dit, la prise de conscience s'installant comme de la glace dans mes veines. « C'est une simplification excessive », a-t-il répondu, ne confirmant ni ne niant. Je gère des intérêts commerciaux légitimes étendus dans plusieurs industries. Et je maintiens également certaines associations traditionnelles qui opèrent en dehors des cadres légaux conventionnels. Un rire a bouillonné dans ma poitrine, légèrement hystérique. C'est une façon très élégante de dire oui. Son expression est restée impassible. La distinction importe, Rowan. Ce que je vous offre à vous et à Jamie, c'est une vie dans la sphère légitime de mon monde. La protection de mon nom sans les complications de mes autres activités.
Vous ne pouvez pas séparer ces choses, ai-je argumenté, retrouvant ma voix. Si vous êtes celui que je pense que vous êtes, le danger vous suit. Ennemi, comme vous avez dit, attention de la police, violence. Tout géré avec la plus grande discrétion, a-t-il rétorqué doucement. Mon mari et mon enfant seraient intouchables, sacrés. C'est compris par tous dans mon monde. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, ai-je murmuré, des images de films policiers et de gros titres flashant dans mon esprit. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de vous blesser à travers eux. Une obscurité a passé sur ses traits, quelque chose d'ancien et de terrible. Quiconque essaierait ne vivrait pas assez longtemps pour le regretter. La certitude tranquille dans sa voix aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai ressenti un frisson traître d'autre chose. La protection, la sécurité, le confort primal d'un prédateur qui chasse en votre nom plutôt que pour vous. C'est insensé, ai-je dit, plus à moi-même qu'à lui. Je ne peux pas épouser un homme que je viens de rencontrer. Un homme impliqué dans tout ce dans quoi vous êtes impliqué. C'est de la folie. Laisse, a-t-il demandé, sa voix douce maintenant, plus insensé que de retourner à une vie de lutte et d'incertitude. Plus insensé que de retourner à une vie de lutte et d'incertitude, à compter chaque pièce, à te demander chaque soir si tu pourras nourrir ton fils le lendemain. Plus insensé que de refuser une protection que tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion d'accepter. Je ne te demande pas de m'aimer, Rohan. Je te demande de me laisser prendre soin de vous deux. Le reste, on verra avec le temps. Rohan baissa les yeux vers Jaime qui dormait paisiblement dans le porte-bébé contre sa poitrine. Ses petits doigts agrippés à la chemise de son père comme s'il sentait, même endormi, qu'on parlait de son avenir. Il pensa à l'appartement minuscule à Marseille, aux factures impayées, à la peur constante qui lui nouait l'estomac depuis 8 mois. Il pensa à sa mère, à la fierté dans ses yeux quand elle le regardait se débrouiller seul, et à la honte qu'il ressentait chaque fois qu'il devait lui emprunter quelques euros pour acheter du lait en poudre. Puis il releva la tête, croisa le regard de Luca, et prit sa décision. « J'accepte, dit-il d'une voix qui tremblait à peine, mais à mes conditions. » Luca eut un léger sourire, presque amusé, comme s'il avait attendu exactement cette réponse. « Je t'écoute. » Premièrement, dit Rohan en posant une main protectrice sur le dos de Jaime, mon fils passe avant tout. Avant tes affaires, avant tes ennemis, avant tes traditions. Si tu ne peux pas me promettre qu'il sera en sécurité 24 heures sur 24, je descends de cet avion et je rentre chez ma mère. Accordé, répondit Luca sans hésiter. Il aura sa propre équipe de protection. Personne ne l'approchera sans mon autorisation. Deuxièmement, je veux mon propre compte en banque. Pas une carte que tu me donnes, pas une allocation. Mon compte, à mon nom, avec mon argent. Je veux pouvoir partir si jamais tu deviens quelqu'un que je ne reconnais plus. Luca pencha la tête, étudia son visage pendant un long moment, puis hocha lentement. Accordé. Je verserai une somme mensuelle suffisante pour que tu n'aies jamais à me demander quoi que ce soit. Et si un jour tu veux partir, tu partiras, avec Jaime, sans que personne ne te poursuive. Troisièmement, dit Rohan, et sa voix se fit plus basse, plus fragile. On ne partage pas le même lit. Pas tout de suite. Je sais ce que je suis pour toi. Je sais ce que mon corps fait au tien. Je l'ai senti dans l'avion. Mais je ne suis pas prêt. Je viens de sortir d'une relation où on m'a utilisé puis jeté. Je ne veux pas être un trophée que tu poses sur ton lit parce que ton instinct te le dicte. Cette fois, Luca mit plus de temps à répondre. Quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la douleur, vite masquée par la maîtrise habituelle. « Accordé, dit-il enfin. Tu auras ta propre chambre, aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne te toucherai pas tant que tu ne me le demanderas pas toi-même. Et crois-moi, Rohan, je suis un homme patient quand quelque chose en vaut la peine. » Le voyage jusqu'à Lyon se fit dans un jet privé que Rohan n'aurait jamais imaginé même dans ses rêves les plus fous. Cuir crème, bois précieux, une hôtesse qui s'occupait de Jaime avec une douceur professionnelle pendant que Rohan, épuisé par les émotions de la journée, s'endormait sur l'épaule de Luca sans même s'en rendre compte. Quand il se réveilla, sa joue reposait contre le tissu coûteux de la veste de Luca, et l'alpha n'avait pas bougé d'1 millimètre, comme s'il avait peur de troubler son sommeil. Le penthouse de Luca occupait les 3 derniers étages d'une tour qui dominait la presqu'île. Des baies vitrées du sol au plafond, une vue qui embrassait les 2 fleuves, des marbres blancs veinés d'or,
et une chambre d'enfant déjà préparée, comme si Luca avait su, depuis le premier instant, que Rowan finirait par dire oui. Berceau en bois sculpté, mobile musical, un dressing rempli de vêtements minuscules dans toutes les tailles à venir, et sur l'étagère, une rangée de livres pour bébés en français et en italien. « Tu as fait tout ça quand ?» demanda Rowan, la gorge serrée, en passant la main sur le drap brodé du berceau. « Hier soir, répondit Luca depuis l'embrasure de la porte, pendant que tu dormais à Paris chez ta mère. J'ai appelé une équipe, je leur ai donné mes consignes, et j'ai pris l'avion suivant pour me retrouver dans le siège à côté du tien ce matin. » Rowan se retourna, le regard incrédule. « Tu veux dire que notre rencontre dans l'avion n'avait rien d'un hasard, termina Luca. Je t'avais vu 3 semaines plus tôt, dans un café près de chez ta mère. Tu portais Jaime dans une écharpe, tu comptais les pièces dans ta paume pour savoir si tu pouvais te permettre un croissant. Et j'ai compris, à la seconde où ton odeur a traversé le café, que tu étais à moi, que tu l'avais toujours été. J'ai juste eu besoin de quelques semaines pour organiser les choses correctement. » Rowan aurait dû avoir peur. Toute personne saine d'esprit aurait pris Jaime et serait sortie en courant. Mais au lieu de ça, il sentit quelque chose en lui se calmer, comme si une partie de son âme qu'il ne savait pas en alerte venait enfin de se poser. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à un rêve étrange et doux. Luca partait tôt le matin, embrassait Jaime sur le front avant de sortir, posait une main légère sur la nuque de Rowan comme une promesse silencieuse et disparaissait dans le monde dangereux qui était le sien. Il rentrait toujours pour le dîner, toujours. Même les soirs où Rowan voyait dans ses yeux qu'il s'était passé quelque chose de grave. Même les soirs où sa chemise sentait la poudre et la nuit froide, il rentrait, se lavait les mains avec un soin presque rituel, prenait Jaime dans ses bras et ne demandait rien d'autre que de partager un repas. L'organisation du mariage commença 3 semaines après leur arrivée à Lyon. Luca insistait pour une cérémonie officielle, une véritable union devant tous ceux qui comptaient dans son monde, parce qu'il voulait que personne, jamais, ne puisse remettre en question la place de Rowan ou de Jaime. Une couturière vint au penthouse pour les essayages. Rowan, qui n'avait jamais porté autre chose que des jeans usés, se retrouva debout devant un miroir à 3 faces, drapé dans un costume ivoire taillé sur mesure, le souffle coupé par l'image qu'il y vit. Pour la première fois de sa vie, il se trouva beau. Le mariage eut lieu un samedi de septembre, à l'hôtel de Crillon, dans la salle de bal aux dorures éclatantes. 200 invités, tous triés sur le volet, tous au courant de ce que ce mariage signifiait dans le monde de Luca. La mère de Rowan, arrivée la veille, tenait Jaime dans ses bras en pleurant en silence, partagée entre l'inquiétude pour son fils et le bonheur de le voir enfin protégé. Marco, le second de Luca, faisait office de témoin, son regard balayant la salle avec la vigilance constante d'un homme qui n'oubliait jamais ce qu'il était. Rowan avança dans l'allée seul, parce qu'il avait refusé que quiconque le donne. Il n'appartenait à personne, et il voulait que Luca le comprenne dès le premier pas. Quand il leva les yeux et vit l'alpha qui l'attendait au bout de l'allée, en costume noir parfait, le visage figé dans une émotion qu'il ne cherchait même plus à dissimuler, Rowan comprit qu'il avait pris la bonne décision. Les vœux furent simples. Luca parla d'abord, la voix basse mais ferme. « Je te promets de te protéger. Je te promets de protéger ton fils, qui sera le mien à partir d'aujourd'hui si tu le permets. Je te promets de ne jamais te mentir, même quand la vérité sera difficile. Je te promets d'attendre, aussi longtemps qu'il le faudra, le jour où tu me regarderas et où tu me diras que tu es prêt. Et ce jour-là, Rowan, je serai l'homme le plus heureux de cette ville. » Rowan sentit les larmes monter avant même qu'il ne commence à parler. « Je te promets d'essayer, dit-il simplement. D'essayer de te faire confiance, d'essayer de t'aimer à mon rythme, d'essayer de comprendre ton monde sans le juger. Je ne peux rien promettre de plus aujourd'hui, mais je te promets que chaque jour, j'essaierai un peu plus. » Quand Luca se pencha pour l'embrasser, ce fut un baiser chaste, presque timide, comme si l'alpha se rappelait à chaque seconde la promesse qu'il avait faite. Mais Rowan, lui, sentit pour la première fois quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Un fil ténu qui le reliait à cet homme dangereux et tendre, et il sut que la promesse qu'il venait de faire, il la tiendrait.
La paix ne dura pas. Les Moretti, une famille rivale qui contestait depuis des années le territoire de Luca, virent dans le mariage une faiblesse à exploiter. 3 semaines après la cérémonie, une voiture fonça sur la berline de Rowan alors qu'il sortait du parc avec Jaime. Le chauffeur de Luca, formé pour ce genre de situation, évita le choc de justesse et écrasa l'accélérateur jusqu'au penthouse. Rowan, le cœur battant à se rompre, serrait Jaime contre lui en murmurant des mots sans suite, et quand Luca arriva à la maison 1 heure plus tard, le visage plus pâle que Rowan ne l'avait jamais vu, il comprit que quelque chose venait de basculer. Cette nuit-là, Luca disparut pendant 3 jours. Marco veillait sur le penthouse avec une équipe doublée. Rowan ne dormit presque pas, hanté par l'idée que Luca puisse ne pas revenir, et il comprit alors, dans le silence des nuits sans lui, à quel point cet homme avait pris de place dans sa vie. Quand Luca rentra enfin, à l'aube du 4e jour, fatigué, blessé à l'épaule mais vivant, Rowan courut vers lui sans réfléchir et se jeta dans ses bras. Luca le serra contre lui en tremblant, et pour la première fois, Rowan murmura tout bas les mots qu'il pensait ne jamais prononcer. « Tu m'as manqué. Ne refais jamais ça sans me prévenir. Plus jamais. » 6 mois plus tard, dans la chambre d'enfant baignée par la lumière dorée d'un matin d'avril, Rowan était assis dans le rocking chair, Jaime endormi contre sa poitrine, et il regardait Luca qui dormait encore dans le grand lit de l'autre côté du couloir, la porte entr'ouverte. Cette nuit-là, pour la première fois, Rowan était venu de lui-même dans la chambre de Luca. Il s'était glissé sous les draps, avait posé sa main sur la poitrine de l'alpha et avait simplement dit « Je suis prêt ». Luca n'avait rien forcé. Il avait pris son visage entre ses mains comme on tient un objet sacré, l'avait embrassé lentement et avait passé le reste de la nuit à lui prouver que la patience d'un homme amoureux pouvait être la chose la plus douce du monde. Rowan baissa les yeux vers Jaime, vers ce petit garçon qui souriait dans son sommeil, et il pensa à la femme inquiète qu'il avait été dans cet avion 8 mois auparavant, à la peur qui le rongeait, à la pauvreté qui menaçait de l'engloutir. Il pensa au hasard qui n'en était pas un, à cet alpha qu'il avait choisi avant même qu'il ne sache qu'il pouvait être choisi. Et il sourit, parce que pour la première fois depuis très longtemps, il n'avait plus peur de l'avenir. Si tu es encore là, blotti dans ton lit, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude, c'est que cette histoire t'a fait quelque chose. Tu sais déjà, au fond de toi, que ce que tu viens d'entendre n'est qu'une version sage, polie, acceptable de ce que Rowan et Luca ont vraiment vécu cette nuit-là, dans la grande chambre du penthouse. La vérité, celle que YouTube ne me laissera jamais te raconter ici, est bien plus chaude, bien plus crue, bien plus longue. Sur mon Patreon, je te raconte tout. La nuit où Rowan a dit « Je suis prêt », mot pour mot, geste pour geste, soupir pour soupir. La façon dont Luca a tenu sa promesse de patience jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la tenir. Le lien qui s'est scellé entre eux dans le creux de l'aube. Le lien attendra ton arrivée. Le lien, mon amour, c'est dans la description, en bas de la vidéo. Tu n'as qu'à cliquer, t'abonner et entrer dans le monde où je ne me censure plus pour personne. Et si tu as aimé cette histoire, prends 1 seconde, juste 1, pour appuyer sur le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires que je te prépare pour les nuits à venir. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Qui de Rowan ou de Luca t'a le plus bouleversé? Et quelle histoire tu aimerais entendre la prochaine fois? Je lis tout. Vraiment tout. Et maintenant, ferme les yeux, glisse-toi un peu plus profondément sous tes draps et laisse la voix continuer à résonner dans ta tête encore un moment. À très bientôt mon amour.